Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et nous voici pour le top 5 de mes enfin non c'est pas un top 5, un top 10 de mes romans favoris de 2024 et encore ça a été vraiment une sacrée bataille d'en choisir que 10. Beaucoup plus aurait pu trouver sa place dans ce top, mais bon si on commence comme ça fait un top 20, un top 30, un top 40, un top 50. Bref, donc il y en a 10 et c'est vraiment, je pense, les 10 qui se sont vraiment le plus démarqués, même s'il y en a eu d'autres. En tout cas, on va commencer de suite. Donc c'est relativement que de la jeunesse. Nous n'avons que un seul romantasy. Après ça reste voilà de la soit de la de la romance comme une certaine série, mais qui ne sont pas de la romantasy, qui sont pour les ados. Donc il y en a qu'une et celle que je vais vous présenter du coup c'est les artefacts d'Uranos. Du coup c'est une quadrilogie, nous avons 4 tomes, 3 sont parus pour l'instant. J'attends impatiemment le tome 4 cette année. Donc nous voici pour le résumé. 10 femmes, 4 épreuves mortelles, une seule deviendra la reine soleil. Laure saisira-t-elle cette chance unique de reconquérir sa liberté? Ce résumé ne vaut pas pour toute la série, ce résumé vaut vraiment que pour le tome 1, parce que c'est vrai qu'il va y avoir un peu comme à la sélection, où le roi Atlas va devoir choisir sa prochaine reine soleil, il va y avoir 10 candidates, et pour choisir, il va faire des épreuves, et c'est celle qui gagnera les épreuves qui pourra prétendre être la prochaine reine soleil. Mais ce n'est pas ça dans tous les autres romans, vraiment pas du tout. Après, ça part plus sur des enjeux politiques, sur des guerres, sur des secrets de famille, sur des pouvoirs cachés, des pouvoirs retrouvés, des populations disparues qui vont peut-être revenir à la vie. Donc vraiment, c'est une série qui est vraiment super complète et qui n'a pas la même histoire dans tous ces 4 tomes. Enfin, le 4e, je sais pas. Mais là, pour l'instant, dans ces 3 tomes, c'est vraiment des histoires qui se suivent, mais c'est bien séparé, je trouve, ce qui fait que dans chaque roman, on fait vraiment une histoire bien à part. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment aimé cette quadrilogie. J'attends vraiment avec impatience, et puis notre héroïne est vraiment, ma foi, très sympa. Au premier tome, elle est un petit peu trop innocente. Le deuxième, elle est un petit peu perdue parce qu'elle sait pas si elle doit faire confiance et tout. Donc ça se fait que la romance de la romantasy met un peu plus de temps à se mettre. Ça peut paraître un petit peu agaçant, mais ça se comprend au final. Mais après, vraiment, le troisième met tout le monde d'accord. On rentre dans le vif du sujet, et du coup, le 4e sera le grand final. Et j'ai vraiment super hâte. En plus, ce que j'aime beaucoup, du coup, c'est qu'on a la carte aussi. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est super important dans les romans de fantasy d'avoir une carte, ou dans tout, même dans tous les livres de fantasy que je lis, même en jeunesse, c'est super important d'avoir des cartes. Et donc du coup on va suivre Laure. Il y a différents points de vue, c'est pas régulier, mais du coup on suit Laure et Nadir. Donc Laure, c'est la jeune fille qui fait partie des 10 femmes pour devenir les épreuves de la Reine Soleil, mais attention, c'est pas elle qui a choisi de faire ces épreuves, donc elle ne court pas après la couronne, c'est quelqu'un qui va la faire venir de force dans ce concours. Et Nadir, c'est le prince du royaume d'Aurore. Et il va y avoir un petit couac entre Nadir, Laure et Atlas, le roi soleil. Donc je vous le conseille fortement, attention quand même, c'est pas du smut, il n'y a pas du bip tout le temps. Il doit y avoir 1 ou 2 scènes, mais elle est quand même explicite. Voilà. Et le tome 2 aussi, et le tome 3 aussi, donc voilà. Mais il y a une certaine tension que j'ai beaucoup aimée entre ces deux personnages. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette tension. Ensuite, prochain livre. La plupart des livres que je vous présentais, c'est des séries, donc j'ai juste pris le tome 1, et puis ça vaut pour toute la série. Donc j'ai pris Magic Charlie, étant donné que ça faisait déjà des années, voilà, depuis 2019, j'avais envie de le lire. Cette année, je me suis lu la trilogie, du coup, et c'était vraiment génial, il faisait partie de ma palle obligatoire. J'ai beaucoup aimé cet univers. Le tome 2 est mon préféré. Donc c'est L'Apprenti, le tome 2 c'est Bienvenue à Saint-Fouettard, et le tome 3 c'est Justice soit faite.
Donc c'est une très très belle trilogie avec un world building vraiment super complexe et complet, tout autant que Harry Potter je trouve. Donc le lien peut se faire, mais l'histoire n'a quand même pas trop à voir avec Harry Potter. Je compare dans le fait où vraiment l'univers magique est vraiment super bien développé, tout a été pensé, tout a été, enfin ça a dû être un casse-tête vraiment pour tout inventer, tout penser, de la pièce de monnaie au moindre petit détail quoi. Donc c'était vraiment génial, les personnages sont plutôt chouettes à suivre, on passe vraiment un bon moment. Voilà, j'étais un peu triste de terminer cette trilogie, je dois l'avouer. Le 3 ne reste pas mon préféré, mais c'est bien le 2. Mais c'est quand même une fin qui est tout à fait acceptable et assez en accord avec l'histoire menée dès le début. Ensuite, là, c'est une série qui n'est pas terminée, enfin qui va l'être normalement en 2025. C'est Les Royaumes Sauvages. J'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos cette année, mais il reste indétrônable. Donc, c'est une quadrilogie aussi. Le tome 4 sort cette année. Je l'ai précommandé. Il sort en février, le 5 février exactement. Donc, Les Royaumes Sauvages, ça va être vraiment une très très belle fantaisie avec un trio de jeunes personnages, avec des bêtes légendaires, des bêtes suprêmes, des bêtes célestes. Et ça va vraiment tourner entre le lien avec les animaux et les humains. C'est peut-être du vu, du réchauffé et du déjà lu, quelque chose avec les animaux et les humains. Mais celle-là, elle a quand même un côté très original parce que l'humain et la bête sont très liés sans ne l'être pas du tout. C'est-à-dire que les jeunes enfants et leurs bêtes célestes ne vont pas forcément développer des pouvoirs très spéciaux par rapport à leur bête ou autre. C'est vraiment le lien entre la bête et l'humain qui va produire une force vraiment extrême et qui vont les rendre très puissants. Il y a beaucoup de scènes de combat, il y a beaucoup de complots aussi, de la traîtrise, c'est vraiment super bien. Donc on suit voilà, Barclay, Viola et Tagd. Et ce sont des gardiens des légendes, donc les légendes ce sont des bêtes. Ça peut être des loups, ça peut être des animaux aquatiques, ça peut être vraiment plein de choses, c'est très très riche. Là au niveau du world building on est pas mal, mais c'est pas aussi abouti que Magic Charlie. Mais tu te laisses vraiment très facilement porter par les personnages et par l'histoire, donc c'est vraiment très très sympa. Voilà, c'est de la fantaisie vraiment très très sympa, qui marche très très bien à la bibliothèque, donc voilà. Coup de cœur vraiment immense pour cette année, c'est Les Clans du Ciel. Donc là, c'est le tome 1, La Quête d'Ellie. Nous avons le tome 2 que j'ai lu aussi ce mois-ci. Et le tome 3 sort en janvier. Donc je pourrai finir ce tome 3. J'ai vraiment super hâte de lire cette série. Le tome 1 m'avait beaucoup plu. Le tome 2 a été vraiment un énorme coup de cœur. Je n'en revenais pas de cette lecture. Je l'ai dévorée. Elle m'a vraiment habitée. Et du coup, j'ai vraiment super hâte de ce tome 3. D'autant plus que le 3... vraiment se présume extraordinaire parce que vu la fin ça peut que partir en feu d'artifice, donc j'ai super hâte. On va être dans une histoire de royaume de clans avec des oiseaux. Le résumé est: Ellie rêve de rejoindre la garde royale des Eldor pour combattre les gargouilles, les monstres tapis derrière les nuages. Mais cette mission est réservée aux castes supérieures de faucons ou d'éperviers et Ellie est née moineau. Résolue à participer malgré tout à la course de sélection des gardes, Ellie s'échappe de son orphelinat. Elle croise alors le chemin de Nox, un jeune corbeau. Il l'entraîne malgré elle dans une aventure périlleuse qui va bouleverser le destin d'Ellie et sa vision du monde. Donc, dans ce tome 1, on est vraiment plutôt sur une quête initiatique, sur la quête d'Ellie. Bon, alors maintenant, ça s'appelle la quête d'Ellie. Donc on va être vraiment très centré sur son personnage, très centré sur son histoire, sur sa psychologie, sur ce qu'elle veut. Et on va pas aller vraiment chercher ce qui s'est passé dans la politique, ce qui se passe avec la guerre, enfin voilà, avec les gargouilles, tout ça. Ça va vraiment être centré sur Ellie. Mais c'est un tome qui est introductif, évidemment, mais qui donne quand même vachement envie dès les premières pages, en fait, parce que même si on est vraiment très centré sur Ellie, il va y avoir pas mal de pistes qui vont être disséminées un peu de partout dans le roman et qui va vous faire poser des questions. Et du coup, toutes ces questions vont être très rapidement abordées dans le deuxième tome. Le deuxième tome, ça va vraiment être l'amorce
de cette guerre qui va éclater dans le tome 3. Le tome 2 est vraiment, vraiment excellent. Donc ne lâchez pas au premier tome. C'est normal parce que Ellie est vraiment une personne très importante dans l'histoire, tout autant que Nox. Et on va alterner entre les deux points de vue. Donc c'est vraiment très sympa aussi d'avoir ces deux points de vue parce que ce sont deux personnes diamétralement opposées, vraiment. Donc du coup, ça vous donne deux visions de l'histoire. Et c'est vraiment sympa parce que Nox aussi vous donne envie de savoir ce qui s'est passé, de savoir pourquoi les corbeaux sont mal vus, pourquoi il est pourchassé, pourquoi ci, pourquoi ça. Et voilà, il faut vraiment pas lâcher, même si vous trouvez que pas qu'il se passe pas grand-chose, mais c'est plutôt une quête initiatique. Voilà. Il va se passer des choses, ils vont se faire poursuivre, ils vont devoir combattre, ils vont parfois faillir de mourir, ils vont presque mourir. Enfin bon, il y a vraiment plein de choses à faire. C'est vraiment une très bonne lecture, mais le tome 2 est encore meilleur, donc ne lâchez pas. Et le tome 3, pour vous donner une idée, il s'appelle Le Retour du Phénix. Voilà, donc c'est vraiment très très bien. Et puis on apprend énormément de choses sur le monde des oiseaux aussi, donc c'est vraiment super riche. Ensuite, Le Réveil du Feu, fantasy vraiment génial, une trilogie géniale que j'ai adoré découvrir. Donc là, nous sommes en terre d'Ardis, peuplée de monstres. Les chasseurs sont de formidables guerriers chargés de maintenir la paix. La jeune orpheline 12 a prononcé le serment des apprentis chasseurs, mais elle cache un sombre secret. En vérité, elle veut apprendre à se battre pour venger sa famille. Pourtant, quand la loge des chasseurs est attaquée et que des gobelins enlèvent une jeune apprentie, 12 se retrouve malgré elle embarquée dans une aventure dangereuse à travers les étendues enneigées et les forêts profondes. Ce qu'elle va découvrir pourrait bien changer à jamais sa destinée et celle de son monde. Donc là, 12 et les compagnons qu'elle va se faire, dont ce chien qui est une statue protectrice de la loge, va faire un groupe de personnes vraiment extra à suivre. Ce tome 1 est vraiment très très pétillant, excellent. Le tome 2 va être un peu plus sur le voyage parce qu'ils vont devoir traverser plein de plaines, de terres sauvages pour arriver à un but. Il va y avoir une certaine consécration quand ils vont arriver à un certain endroit et dans un endroit très très dangereux. Et le tome 3 va vraiment être la bataille finale, la résolution de toutes les questions, de tous les problèmes qu'il peut y avoir, certaines réponses apportées aussi dans la relation entre les personnages. Enfin vraiment c'est une trilogie vraiment super riche et vraiment haletante. Par contre celle-ci, il faut vraiment s'accrocher parce que peu importe le tome que vous lisez, ça va vraiment bouger, il va y avoir énormément de choses, pas de blabla inutile, pas de description superflue, ça roule vraiment de source, c'est à peu près du 400 pages par tome. Le tome 2 est un peu plus gros, et le tome 3 aussi, mais ça va pas au-delà de 500 il me semble. Donc voilà, c'est vraiment une trilogie que je vous conseille fortement. Vous pouvez passer que du bon moment si vous aimez la fantasy vraiment pure et dure. Voilà, c'est vraiment très très bien. Ensuite, là, on va un peu plus chez les ados avec Sœur sorcière de Jessica Spotwood. Là aussi, une trilogie que j'ai beaucoup aimée. Donc là, nous sommes à l'aube du XXe siècle. On est avec trois sœurs, trois sorcières qui doivent cacher leur pouvoir suite au conseil de leur mère défunte. Sauf qu'il va y avoir une certaine prophétie qui va être prononcée, et en fait c'est pour ça que ces trois sœurs sont en danger, sauf que l'une d'elles, donc Kate, qui est, je sais plus si c'est celle du milieu, c'est ni la cadette ni l'aînée, c'est celle du milieu je crois, ou si c'est l'aînée, et en fait elle va, de par une histoire d'amour, ça va à peu près commencer par là, en apprendre plus sur cette prophétie, essayer de libérer ses sœurs du joug des hommes. Donc c'est quand même une trilogie qui est assez féministe, parce que on va vraiment parler de la condition des femmes au début du XXe siècle. Donc j'ai beaucoup aimé ce combat-là, ce combat de ces trois jeunes sœurs, plus particulièrement Kate. Il va y avoir aussi beaucoup de sujets autour de la sororité qui vont être abordés, parce que entre l'aînée, la cadette et celle du milieu, parfois ça va pas trop bien se passer parce qu'elles n'ont pas le même point de vue sur l'amour, sur le fait de se cacher, sur leur pouvoir, sur la prophétie. Voilà, elles ont vraiment différentes manières de voir les choses.
Et du coup, quand elles vont devoir faire front, et ben parfois ça va donner des étincelles. Et c'était vraiment, vraiment super bien. Donc comme je l'ai dit, il va y avoir une histoire d'amour, mais elle va pas être prenante sur toute l'histoire. Donc on va quand même rester pas mal centré sur Kate. L'histoire d'amour, comme je l'ai dit, va pas être prenante, mais elle va être intéressante. On va vouloir avoir envie de savoir ce qui va se passer, mais ça va pas être au cœur du roman. On va vraiment s'intéresser à ce que vont devenir ses sœurs, aux secrets qui leur ont été cachés, la prophétie, ce qu'elle veut dire vraiment. Voilà, il y a vraiment plein de choses. On parle beaucoup de religion aussi parce que début du 20e, l'Église avait quand même pas mal de pouvoir sur l'État. Donc voilà, c'est vraiment une série super intéressante. Je l'ai fait lire à beaucoup d'adultes à la bibliothèque et elles ont vraiment beaucoup aimé, voilà, ce côté très féministe, ce côté très féminin et cette ambiance de début de 20e qui fait à la fois rêver et non par rapport aux situations des femmes. Mais moi j'ai toujours aimé cette ambiance un peu à la Bridgerton, là, avec les calèches, avec les grandes robes, les façons de parler, les politesses, les moments de thé, les moments de lecture, les moments de... Oui, voilà, j'aime beaucoup cette ambiance, bien que c'est quand même une ambiance très très sombre ici dans cette trilogie. Mais voilà, en tout cas, si vous cherchez des personnages féminins forts et une histoire qui tourne vraiment autour de la situation des femmes, je vous le conseille fortement. Bien sûr, il y a des sorcières, il y a de la magie, il y a des prophéties, voilà. Donc, c'est vraiment une trilogie très complète. Ensuite, une quadrilogie qui fait partie toujours de mon top 10 de 2024, c'est la légende des 4 de Cassandra O'Donnell. Donc on a le clan des loups, le clan des tigres, le clan des aigles et le clan des serpents. Donc chaque tome va parler plus en détail d'un clan, mais sinon on va suivre les mêmes personnages. Plus particulièrement Maya, qui va être l'héritière des loups, Brigane, qui est l'héritier du clan des tigres, et ensuite l'héritière, je sais plus comment elle s'appelle, du clan des aigles, et l'héritier du clan des serpents. Ça va être un joli melting point de tout ce qui peut se faire en termes de morale et de façon de penser, parce que chaque clan a une manière bien précise de penser les choses, de penser la vie et de faire vivre le clan. Donc ça va vraiment être un choc des cultures, un choc des flux de pensée. Et donc du coup ça va être une quadrilogie qui va vraiment être super riche parce qu'elle peut plaire absolument à tout le monde, vu que toutes les manières de faire et de penser sont abordées. Donc c'est une quadrilogie vraiment très très riche. Bourré d'action aussi, parce que va y avoir une certaine guerre, va y avoir des échanges politiques entre les clans, va y avoir surtout une volonté de survivre aux humains qui vont essayer de se débarrasser de ces clans, parce que pour être plus cash, ce sont des yokai en fait. C'est-à-dire que ce sont des créatures mi-humains, mi-animaux. Et donc du coup, de par leur nature, ils sont supérieurs aux humains, sauf que les humains, vous connaissez notre fabuleuse façon de ne pas accepter d'être plus faibles que d'autres. Et donc du coup, les humains vont leur porter la chasse, et du coup, ces clans vont être obligés de s'allier. Sauf que même entre leurs clans, ça se fout des balles dans la patte, donc c'est pas gagné la paix. Mais voilà, ça va vraiment être super important. L'histoire va être portée par ces 4 héritiers qui vont symboliser le changement et peut-être un renouveau pour leur clan. Donc voilà, c'est vraiment très très bien, c'est très philosophique, surtout le tome 4. On va vraiment réfléchir à ce que c'est d'être humain, ce que c'est d'être en vie, ce que veut dire la vie, ce que l'on fait de notre monde. Voilà, c'est vraiment des questions très philosophiques qui vont plutôt se voir dans le tome 4, mais qui vont être abordées tout au long des 4 tomes. Voilà, c'est vraiment très très bien. Ce sont des livres qui sont relativement courts, on est sur du 350 pages, donc les 4 tomes peuvent très très vite se lire. Ensuite, dernier livre physique. Ensuite, les deux prochains livres que je vais vous présenter, ce sont des livres que j'ai lus en emprunt. Donc, il faut que je vous parle de la sélection, évidemment. C'est une découverte vraiment excellente cette année. C'est pas une nouveauté, hein. Ils sont sortis quand ? Il y a très longtemps, en 2012. Voilà, donc ça fait 12 ans. Hein. Donc j'avais ce tome 1 depuis très longtemps dans ma palle. Et puis au cours de l'année, je me suis acheté le tome 2 et 3.
Donc il fallait que je lise cette série cette année, ça a été chose faite, et je suis vraiment tombée amoureuse de la plume de Kirakas. Tombée amoureuse de cette histoire, donc une fois que j'ai fini la trilogie, je me suis acheté le tome 4 et 5, et puis dans un coup de folie, je me suis acheté aussi l'histoire secrète de la sélection, la fiancée, l'amoureuse, et puis je compte aussi du coup m'acheter 1000 battements de cœur, donc son dernier livre en date, parce que j'ai adoré la plume de Kirakas, j'ai adoré ses histoires, c'est d'un simple et d'un complexe à la fois. C'est vraiment très passionnant, c'est palpitant, il y a plein de choses qui sont abordées. Les personnages sont, je trouve, assez riches, bien que parfois clichés, mais bon, j'ai envie de dire que même nous, on est parfois clichés, donc il ne faut pas trop juger les personnages. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, 35 candidats, candidates, une couronne, c'est une compétition pour devenir la prochaine princesse du royaume et après la reine. Donc il va y avoir vraiment un certain défi entre les filles, mais pas que, il y a quand même une belle entraide qui va se faire, une belle amitié qui va se former, et puis on va voir que dans le tome 4 et 5, c'est l'histoire de la fille de America Singer ici. On va voir que les amitiés perdurent, que la politique ne peut pas faire son chemin en quelque temps. Donc, je trouve que l'univers est très bien construit. On n'a pas un world building de ouf, parce que ça va plutôt être dans un huis clos. On va jamais vraiment quitter le palais. On a quelques bribes de ce qui se passe ailleurs, mais je trouve que au final, le fait de se cantonner à ce qui se passe dans le château, et ça fait qu'il peut y avoir pléthore d'intrigues qui peut se passer dedans. On est vraiment à l'intérieur avec ces personnages dans ce palais où il se passe vraiment plein de choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. Donc vraiment, c'est une très très bonne série qu'il faut lire sans vraiment se poser de questions, sans se prendre la tête, sans chercher la petite bête. Donc vraiment, une série coup de cœur. Voilà, vraiment, je n'ai pas honte de le dire parce que vu les avis, il y en a beaucoup qui l'ont dézingué, mais bon, c'est dommage. C'est dommage parce que ça vaut vraiment le coup. Pour ma part, je l'ai conseillé à plusieurs Instagrammeuses avec qui je parle énormément, et elles ont beaucoup aimé aussi. Donc, ma foi, voilà, c'est que ça doit quand même être bien quelque part. Donc maintenant, j'ai vraiment, là vous voyez, j'ai la fiancée, l'amoureuse et la sélection secrète, là. J'ai vraiment hâte de les lire. Nous avons la trilogie Exol. Ça faisait aussi un petit moment que je voulais la lire. Je tâtais à me l'acheter ou pas. Je l'avais au format numérique et puis au final je l'ai trouvé au format papier dans une bibliothèque. Du coup je l'ai lu et ça a été vraiment un coup de cœur aussi. Ce sont des petits romans. On est pas plus de 350 pages il me semble. Donc on est avec une jeune fille qui va se découvrir des pouvoirs de semi-démon, chose qui est très très mal vue. Il va y avoir une petite histoire d'amour qui va avoir quand même son importance. Et donc du coup, cette jeune fille va devoir se rendre à Exol, qui est normalement un pensionnat de jeunes filles turbulentes. Et puis au final, elle va se rendre compte que non, ce n'est pas un pensionnat, c'est plutôt une école de sorcières. Dans lequel soit ça va passer, soit ça va casser. Et donc du coup, elle va être un petit peu le cul entre deux chaises, il faut se le dire, entre deux organisations. Et elle va devoir faire un peu des choix un petit peu compliqués, donner sa confiance à qui le faut. Et voilà, ça va vraiment être une histoire qui va être très palpitante, très haletante. La tension entre les deux personnages est plutôt chouette à suivre. Pour vous dire, j'ai lu le tome 1 en une journée, et puis le 2 et 3, et le 2 je l'ai lu dans la journée, et le 3 je l'ai lu dans la soirée, quitte à me coucher, c'était minuit. Bon, d'autres lisent plus tard, hein, mais moi minuit c'est quand même déjà pas mal. Mais c'est une histoire de sorcière, un petit peu d'amour, d'organisation secrète, de politique, voilà, qui se lie au même titre que la sélection, sans prise de tête, avec grand plaisir, avec l'esprit grand ouvert et la plus grande tolérance qu'on puisse avoir, parce que ce sont des vieux livres, donc c'est vrai que par rapport à ce qui se fait maintenant, on n'a pas les mêmes goûts, les mêmes standards, bon voilà. Mais je trouve que c'est quand même une lecture très très plaisante, et pour moi ça a été quand même un coup de cœur. Le dernier livre ensuite, il s'agit de Uki de fourrure. Donc écoutez, j'ai découvert ce livre en le recevant en bibliothèque. C'était une nouveauté, je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam tout l'univers de ce roman. Et donc c'est qu'après avoir lu Uki de fourrure que j'ai su que c'était une suite sans lettres de Potkin le Brave, une première trilogie.
Et j'ai adoré Yuki de fourrure avec ce monde de lapins, ces créatures vraiment qui sont censées être très petites dans la vie réelle mais qui sont énormes comme les gerbilles, les gerboises. C'est un univers de fantasy très bien travaillé, très bien cheminé, avec une histoire très poignante, ma foi, sombre, mais des personnages très forts de caractère. Et du coup, je suis super contente parce que du coup, je me suis procuré en précommande le tome 2 qui va sortir en janvier. Donc lui aussi, j'espère que je vais le lire au mois de mars pour le mois de la fantasy. Mais c'est une histoire vraiment que je vous conseille fortement. Je souhaite lire Podkin, parce que du coup, il est cité dans Yuki de fourrure comme étant un héros légendaire, vraiment, qui a fait énormément de bonnes choses pour le royaume. Et du coup, j'ai envie de lire cette première série, évidemment, et je pense même me l'acheter, parce que d'occasion, il coûte pas grand-chose. Au pire, si je peux pas me l'acheter, ils sont disponibles en bibliothèque facilement. Mais voilà, si vous aimez les univers très originaux, je pense que ça peut vous plaire parce que sortez-moi un livre où ça se passe dans un royaume de lapins. Moi, je connais pas avec des espèces de dieux enfermés sous forme d'espèces de petits feux follets. Enfin, ouais, c'est vraiment très très original. Et je trouve vraiment qu'il mériterait d'être un peu plus hypé parce qu'il mérite franchement d'être connu par le plus grand monde. Il a vraiment énormément de potentiel. Là, je vous parle du tome 1. Si ça fait comme les séries que j'ai lues cette année, la plupart, où le tome 2 était vraiment génial, mais que le tome 3 redescendait vraiment plus bas que terre. Voilà, j'attends de voir ce que donne le tome 2. Et puis, on se retrouve, je pense, fin 2025. Pour peut-être soit la fin de Yuki de fourrure, si le tome 3 sort dans la volée, sinon pour parler du tome 2. Donc écoutez, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.